Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps et même allons jusqu'à parler des micro-caps, puisque c'est un des domaines d'expertise des équipes d'AlphaJet Fair Investors et de son directeur de la gestion, directeur général, qui est à mes côtés, Sébastien Lagarde. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, je crois que vous avez une stratégie small monde, c'est ça, et puis une stratégie micro-cap Europe. C'est ça, dans la gamme d'AlphaJet Fair Investors. Comment, avant de parler de la stratégie et de la manière de piloter des stratégies sur ces segments de marché, comme vous le faites, Sébastien, l'état des lieux un peu de cette classe d'actifs, on en parle régulièrement dans l'émission. Très souvent, c'est pour constater effectivement que les valorisations sont très basses, que le risque de valorisation est quand même très faible, et que donc, il y a des moments où ça peut être intéressant de s'y intéresser. On a vu beaucoup de faux départs. Et qu'est-ce que vous dites, vous, à ce stade, de la valorisation de ces segments de marché par rapport au marché global ? Oui, alors effectivement, on s'est vu il y a 3 ans pour le lancement de notre expertise de microcap. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le 31 août 2021 et le 31 août 2024 ? Donc, je suis venu avec un petit tableau de chiffres pour pas dire de bêtises, mais sur la période, donc sur 3 ans, les grandes valeurs européennes, elles ont monté de plus 18%. Pendant ce temps-là, les petites valeurs, les small caps, ont baissé de 3,6% et les micro caps ont baissé de 25%. C'est-à-dire un différentiel de 43 points entre les large caps et les micro caps. C'est exactement le même message aux États-Unis. Il y a même un écart de 47 points entre les grandes valeurs et les micro-capitalisations. Donc la période, elle a été très compliquée. Et évidemment, avec ces chiffres-là, on comprend bien que ce que vous avez dit, c'est clair. Les valorisations pour les petites valeurs, surtout quand on les compare aux grandes, ont massivement baissé. Mais tout ça s'est accompagné de contextes quand même assez anxiogènes et compliqués. Il faut se rappeler, il y a 3 ans, on sortait d'une crise sanitaire avec tous les problèmes qu'ont apporté le déconfinement, avec les ruptures de chaînes logistiques. Enfin, on se souvient de tout ça, mais avec beaucoup d'impact donc sur les petites valeurs, notamment industrielles, etc. Et puis, évidemment, il y a eu tout le contexte géopolitique. Donc, notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a amené à cette période d'inflation massive et donc à une hausse des taux quasiment synchronisée partout dans le monde et une hausse massive. Et ça a été délétère, mortifère pour les petites valeurs, pour deux raisons. La première, alors c'est un petit peu contre-intuitif, mais les petites valeurs et les micro-valeurs sont un peu moins endettés que les grandes, notamment parce que dans les micro-capitalisations, il y a beaucoup de sociétés qui sont des start-up. On peut penser au secteur de la biotech, avec des perspectives très incertaines. Donc, il n'y a aucune banque qui voudra leur prêter de l'argent. Donc, en général, ces sociétés-là se financent via des venture capitalistes, puis sur la bourse, et sont finalement peu endettées. Mais pour celles qui sont endettées, elles sont plus endettées à taux variable que les grandes valeurs. Et donc, évidemment, c'est elles qui ont pris plein pot en premier la hausse des taux. Le deuxième élément, il est plus technique, financier, mais quand on valorise une société, on regarde les flux futurs. Et donc, plus les flux sont importants à long terme et plus ils vont pâtir d'une hausse des taux, parce que quand on actualise tout ça, ça fait moins quand les taux montent. Or, il y a beaucoup plus de sociétés de croissance parmi les petites valeurs et parmi les micro-capitalisations. Et donc cette hausse des taux, elle a été vraiment délétère pour la valorisation de ces petites sociétés-là. Mais pourtant, dans toute la période, elles ont continué à délivrer. Là où on en est, là, je reprends les écarts de plus de 40 points que vous citiez entre les larges et les micro-caps, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est des écarts qu'on a déjà pu observer, que vous avez déjà pu observer à certains moments peut-être un peu paroxystiques dans votre carrière, Sébastien, ou est-ce qu'on est en dehors, d'un historique statistique sur cette classe d'actifs-là? Alors, il y a déjà eu des périodes compliquées, chaque période 2008, etc. Oui, bien sûr. Et même en 2008, finalement, c'est plutôt 2009 qui avait fait mal aux micro-valeurs, qui avaient beaucoup moins rebondi que les grandes dans un premier temps, alors qu'elles avaient baissé un peu plus que les grandes, mais pas avec cette ampleur-là. Après, les chiffres dont on parle, ils sont aussi sur une période de 3 ans. Il y a eu beaucoup de crises boursières qui ont été beaucoup plus restreintes dans le temps. Donc là, finalement, c'est une crise qui concerne vraiment la longévité de cette crise qui est pour les petites valeurs, qui est perturbante. Et donc, quand on préparait l'émission, je disais
Là, si ça continue, là, on est à 3 années de sous-performance massive parce que c'est 2021, à partir de l'été 2021, 2022, 2023 et 2024 rebelote, une sous-performe de quasiment 7 points les grandes valeurs à nouveau. Et donc, si on rentrait dans une 4e année comme ça, on rentre dans une anomalie statistique. D'accord, ok. Moi, j'ai une anomalie parce que les petites valeurs et les micro-valeurs surperforment les grandes historiquement 6 à 7 années sur 10. Donc 3 années de sous-performance et de sous-performance massive, c'est possible. La 4e, ça, on sortirait un petit peu... J'entends. Ouais. On sortira des standards, on est dans des écarts types importants. Exactement. Pour dire les choses, Sébastien. Est-ce que les fondamentaux sont abîmés ou pas ? Parce que moi, j'ai toujours effectivement entendu l'argument de la croissance. Alors, parce que pour plein de raisons, les tailles d'entreprise sont plus petites, ils sont parfois mono-business, sur des niches, etc. Mais le régime de croissance et de croissance bénéficiaire de ces entreprises est supérieur historiquement au régime de croissance bénéficiaire des grandes entreprises. Est-ce que ça a été vrai pendant ces 3 ans ? Ou est-ce qu'il y a eu quand même une pression sur le momentum bénéficiaire des small et des microcaps qui a pu justifier d'ailleurs la longévité ou la durée de la sous-performance. Et est-ce qu'aujourd'hui, cet indicateur de momentum bénéficiaire, est-ce qu'il repasse quand même à l'avantage des petites et moyennes capitalisations boursières ? Alors, ce qui a fait le plus mal, on l'a dit, c'est la hausse des taux. Donc déjà, alors, ce qui a été, en fait, l'hémorragie sur les petites valeurs, elle est stoppée depuis la fin du mois d'octobre, on va dire 2023. Okay. Là où les investisseurs ont compris que c'était la fin de la hausse des taux. Après, il y a eu la première salve avec la baisse des taux de la BCE. Maintenant, on attend la deuxième salve aux États-Unis en septembre. Et puis, la troisième salve, ça serait une baisse supplémentaire des taux de la BCE. Donc, on est passé quand même, effectivement, par une période compliquée, où il y a eu effectivement pour certains types de sociétés, souvent d'ailleurs pour des raisons plus intrinsèques, enfin on appelle ça idiosyncratiques, donc propres spécifiques à l'entreprise, modèle des sociétés. Je parle notamment des phénomènes de stockage massif post-confinement, puis des phénomènes de déstockage, des problèmes de chaîne logistique, etc., etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui ont souffert parmi les petites valeurs. Mais effectivement, depuis, ce qu'on perçoit, c'est que il y a un relent de croissance sur ces petites sociétés. Là, je regardais sur les microcaps, on regarde toujours des horizons pour les 12 mois à venir. Bien sûr. Au début de l'année 2023, on escomptait 20% de croissance sur les microcaps en moyenne. Aujourd'hui, on est à 26%. D'accord. Donc, alors que sur les grandes valeurs, on était plutôt à plus 7 et aujourd'hui on a plus 9. Donc il y a eu un rebond pour les deux catégories, mais beaucoup plus massif pour les très petites valeurs. Très clair. Comment on gère ces stratégies et comment d'ailleurs on gère, je le dis pour vous Sébastien, mais comment on gère avec succès ces stratégies ? Parce que j'ai regardé rapidement vos performances sur le fonds microcap. Alors je crois que depuis le lancement, vous êtes quand même un peu négatif sur les 3 années d'exercice. Dans un contexte comme ça, Non mais attends. Non mais moi je regarde par rapport au benchmark. C'est tout le bonheur de la gestion benchmarkée, c'est justement d'avoir un point de référence. Mais vous êtes à des années-lumière du benchmark. Alors voilà, c'est quoi la recette pour surperformer son indice de référence, comme on dit, et comme vous le faites là sur ces 3 années d'exercice et de pilotage de la stratégie microcaps ? Alors il y a effectivement, il y a des caractéristiques intrinsèques au microcap qui expliquent pourquoi sur le long terme, là on vient de parler d'une période massive de sous-performance, mais sur le long terme, on sait très bien, alors tout type d'actifs confondus, que ce sont les actions qui rémunèrent le mieux les actionnaires, et parmi les actions, que ce sont les petites valeurs et encore plus les micro-valeurs. Il y a des études sur plus de 100 ans aux États-Unis. Pour vous, ça reste vrai, ça ? Le monde n'a pas changé à ce point-là, ça reste vrai. Les caractéristiques fondamentales sont toujours là, c'est-à-dire des sociétés qui délivrent beaucoup plus de croissance. Et donc, sur le long terme, c'est ça qui crée de la valeur. Voilà. Alors évidemment, là, on a eu une période très difficile. Donc, comment on fait pour s'en sortir ? La beauté de cet univers-là, c'est qu'il est géant. Et donc, il y a une place énorme pour faire de la sélection de valeur. Les microcaps en Europe, nous on définit ça comme les sociétés ayant moins de 750 millions de capitalisation boursière. Et il y en a combien ? 2000 ? Il y en a 3000 en Europe. Okay. Donc vous avez un vivier, évidemment, il faut traiter la problématique de la liquidité. Mais quand vous regardez les plus liquides, vous en avez 1200 qui sont très liquides et suffisamment pour et qui sont des vrais business. C'est pas juste un PowerPoint, quoi. Qui sont souvent, qui peuvent, parfois être de vraies marques mondiales.
moi, je donne toujours l'exemple, c'est plus coté aujourd'hui, comme ça, on ne parle pas de recommandations boursières, mais le Club Med, quand ça a été coté en bourse, ça a toujours été une micro-capitalisation, mais une marque mondiale. Ouais. Quand on regarde à l'échelle internationale, vous avez SodaStream qui, tout le temps où elle a été cotée, a toujours été une micro-valeur, puis une small cap, et c'est pourtant une marque mondiale qui a fini par être rachetée par Pepsi-Cola. Ouais. Mais tout ça pour dire que donc on a un vivier de sociétés qui est énormissime. Et évidemment, et partant de là, c'est quoi la recette? C'est quoi Alors il y a deux choses. Il reste une minute. Recette, moi, je vais avoir la clé, la recette. La clé, en fait, faut pas oublier que la gestion d'un portefeuille, c'est pas que de faire de la sélection de valeurs, c'est aussi construire un portefeuille. Et donc la recette, selon moi, en tout cas la recette de mon fonds, c'est premièrement être bien conscient qu'on investit dans des sociétés qui portent des risques plus forts que les grandes valeurs parce qu'elles sont moins diversifiées. Quand ça marche, c'est génial, mais plus risqué. Et donc le secret, c'est la diversification, mettre des poids raisonnables sur chaque société comme un portefeuille. Et puis après, donc ça c'est pour la partie. Le jeu de la pondération est très quelque chose de clé pour vous. Effectivement. Évidemment, bien gérer la liquidité, parce que quand les scénarios ne se déroulent pas comme on les a prévus, pouvoir sortir rapidement d'un dossier, c'est important. Voilà. Et puis, évidemment, le gros moteur, c'est la sélection de valeurs. Comme je le disais, le vivier, il est très important. Ce qui est génial, c'est quand vous repérez une thématique porteuse, qu'elle soit, je sais pas, par moment, vous voulez jouer une matière première en particulier, ou un service aux entreprises bien particulier. Il y a une granularité. Vous pouvez trouver l'entreprise qui ne fait que ça et jouer purement la thématique. Et donc ça aide beaucoup dans le stock picking. Et puis évidemment, nous, notre secret, c'est des outils quantitatifs, parce que le terrain de jeu est tellement énorme que si on veut le connaître, il faut bien s'outiller pour regarder les disparités de valorisation entre pays, entre secteurs. C'est combien de lignes sur la stratégie micro? Aujourd'hui, un peu plus de 150. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc bien diversifié, bien sûr, avec un plus gros poids sur une société à d'où l'intérêt d'avoir des outils quantitatifs, j'imagine, pour filtrer et traiter l'univers. Merci beaucoup, Sébastien. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce segment. Voilà, très spécifique dans l'univers des petites capitalisations. Il y a aussi les micro-capitalisations. C'est votre domaine d'expertise, un de vos domaines d'expertise. Sébastien Lagarde, directeur général et directeur de la gestion d'AlphaJet Fair Investors.